Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Tout franchissement de seuil, toute phase de progrès émane d'une étincelle initiale. La commission de cet ouvrage ne déroge pas à ce constat, à cette induction parfois inconsciente. Dans le cas présent, Libre pour apprendre de Peter Gray, Actes Sud 2016 est cette invitation source à la mise en forme, pour le domaine de l'éducation et de l'enseignement, de ce que sont les interfaces en tant qu'objet d'enseignement, d'étude, de diffusion et de pratique de la géographie, propice à une conceptualisation de l'indissociable lien au support terrestre. L'influence de Gray provient de la constitution d'interfaces éducatives lisibles dans ses propositions. Lorsqu'il montre l'importance du jeu pour les jeunes élèves, Gray annonce des liens avec un support physique pour créer une dynamique à destination d'un objectif en employant des moyens et des techniques au profit d'un individu, qu'il agisse seul ou qu'il soit intégré dans un groupe, un collectif ou une société. Aussi dérangeant que cela puisse l'être pour celles et ceux qui refusent la notion d'interface, nous sommes plongés au cœur d'une de ces conceptualisations. Bien sûr, Gray a une démarche éducative et n'emploie pas le terme d'interface, mais rien ne m'interdit à mon tour de conceptualiser ces développements pour montrer l'imbrication d'interfaces et leur construction souvent inconsciente. Gray incite les accents aigus du camp à prêter attention à autrui, à mettre en œuvre des axes relationnels, à prendre en compte les personnes et les contextes tout en œuvrant à la construction d'un monde en devenir par le levier qu'est la confiance que l'on accorde à l'autre. Sur cette base ouverte et évolutive, je suis en mesure d'entreprendre mon cheminement, notre cheminement, en direction des interfaces objets de la géographie. Les raisons en sont qu'une finalité éducative et d'enseignement est exprimée, que des actants dans l'expression de leur être sont en synergie, que des supports physiques et matériels sont utilisés et surtout que le contexte ne peut exister et prendre forme que lorsque les constituants entrent en catalyse. Il m'est possible de réduire mon champ d'action à l'intégration des interfaces et à leur mise en pratique au sein de la géographie, tout en suggérant que cela est transposable pour tous les domaines du savoir et des sciences. Quels sont les leviers, les axes, les orientations, les ancrages propices à reconnaître, à soutenir, à valider et à légitimer l'emploi des interfaces dans des fonctions d'objets de la géographie? Comment les interfaces deviennent-elles des outils efficients à une compréhension accrue des réalités auxquelles nous participons, tout en conservant des finalités d'enseignement et de large diffusion de la géographie, quel que soit le niveau des apprenants? En quoi les cheminements méthodologiques d'articulation et de structuration de ces objets servent à l'appropriation du monde tout en préservant notre seul lieu de vie, la Terre? Quelles sont les implications fonctionnelles de l'intégration pragmatique des interfaces dans un rôle d'objet d'approfondissement des connaissances géographiques, pour les démarches éducation, et plus spécifiquement pour l'amélioration de l'enseignement et de la pratique courante ou savante de la géographie? Ces questionnements dévoilent l'orientation générale de cet essai aux attentes d'enseignement, d'éducation, de conscientisation et de responsabilisation de chacun de nous. Ils annoncent l'importance des interfaces afin de s'extraire du nombrilisme anthropocentré et de la suffisance de l'humanité qui impose l'idéologie de sa toute-puissance aménageuse sans se soucier des conséquences pour les prochaines générations et moins encore pour les espaces terrestres ainsi que pour l'épiderme qui nous permet de nous nourrir et de vivre. Vous aurez remarqué que la Terre, le monde, l'être et l'humanité sont des termes écrits avec une majuscule. Cette option a pour but de montrer l'importance de la globalité des espaces terrestres avec la Terre. Le monde exprime toutes les sociétés et les réalisations de l'évolution. L'être nous immerge au plus profond de notre inconscient et de l'affirmation identitaire qui peut être exposée. L'humanité représente plus que les bientôt 8 milliards d'humains. Elle englobe l'œuvre accomplie par toutes les civilisations depuis les premiers vestiges mémoriels, jusqu'à l'immédiateté contemporaine. Il se constitue une interface au sein de laquelle le lieu de vie, le support exploitable, nos aspirations et les intervenants construisent une réalité vectrice d'évolution. Le fondement initial à la mise en perspective des interfaces comme objet de la géographie, de son enseignement et de sa diffusion provient de ma définition de la géographie, science des espaces terrestres des hommes dont l'objet est l'interface humanité-espace terrestre. Celle-ci indique que je me positionne aux marges des pratiques normalisées, et que j'aspire à ce que chaque individu perçoive sa part de responsabilité dans la situation que nous vivons actuellement.
Poser le terme science implique que les savoirs explicités sont reproductibles, vérifiables, transposables, comparables, falsifiables. Les espaces terrestres montrent que le support terrestre, l'épiderme dans sa diversité, est l'élément physique de toutes nos territorialisations. Les hommes indiquent que nos savoirs proviennent de nos facultés à une stratification dynamique des acquis et des référents mémoriels que les civilisations successives ont conservés. Préciser que cette science a un objet, l'interface humanité-espace terrestre donne le contexte général d'intervention de la géographie plus étendue que la transcription écrite ou imagée des faits territorialisés. Cet objet de nature scientifique indique que ce sont les observateurs, les analystes qui vont produire des savoirs au sujet des espaces terrestres qu'il faudra délimiter, faisant d'eux des interfaces physiques pouvant être définies comme étant des territoires. Conceptualiser l'indissociable lien au support terrestre est une invitation à la distanciation empathique vis-à-vis de notre être, de l'univers sociétal au sein duquel nous évoluons, des territoires où nous nous exprimons ainsi que des dynamiques auxquelles nous participons. C'est-à-dire que déjà j'oriente votre esprit en direction d'une interface spécifique que vous alimentez, tout en étant un élément à observer. Celui-ci va façonner une partie de la réalité à laquelle vous participez. Une interface de vie courante me semble opportune pour entrer de vive force au cœur des potentialités d'une utilisation performante et évolutive des interfaces, pour des diffusions géographiques de notre indissociable lien au support terrestre. L'image de la couverture de cet ouvrage présente l'îlot de l'Horloge à Draguignan, ville du Var. Elle est cette interface de vie courante à laquelle toute personne participe par sa seule présence. Elle met en scène le présent que nous partageons avec les routes, le réseau électrique, l'habitat et les résidents qui vaquent à leurs occupations. Elle joue des temporalités avec l'Église, l'îlot de l'Horloge et le théâtre de verdure qui à eux trois balayent près de 2 millénaires d'histoire de la conquête romaine au contrôle de la royauté en passant par l'expansion du christianisme. Cette image nous indique aussi que cette ville est un lieu touristique de passage, qu'il est la porte vers les gorges du Verdon, sans omettre la pierre de la Fée, ce fameux dolmen où des couples vont jeter une pierre sur son plateau en espérant le mariage. Un bon mémoriel nous rappelle qu'en 2010, des inondations meurtrières sont venues endeuiller ces territoires. Le prisme de cette image de Draguignan présente une interface aux destinations multiples avec lesquelles tout concepteur peut œuvrer pour produire des savoirs évolutifs. L'objectif de cet ouvrage est de montrer que la structure cognitive d'interface existait, avant qu'elle ne soit formulée et conceptualisée par les géographes. Il est aussi de manière projective de démontrer autant que faire se peut, que l'interface et plus encore l'interface humanité-espace terrestre est bien l'objet d'une géographie soucieuse du monde qu'il nous reste à construire tout en préservant le vivant et sa diversité. C'est-à-dire que la géographie explique l'importance et la nécessité de conscientiser les interdépendances entre les constituants des espaces terrestres, ainsi que les responsabilités de l'humanité portées par son avidité et ses lâchetés quant aux conséquences de ses actes. Afin de parvenir à cette réalisation, pour laquelle j'ai conscience qu'il demeurera des manques dans les attentes et dans les explications données, j'aborde les interfaces par la mise en évidence d'héritage et d'influence. Là se trouvent des facettes de l'œuvre de Camille Vallot, un humanisme géographique affirmé et des apports des plus diversifiés. L'expression d'une pratique géographique par la mise en relation de la géographicité, d'une trame méthodologique et des inductions conceptuelles délimite l'engagement conceptuel. Il devient aisé de construire l'interface en tant qu'objet aux destinations d'enseignement. Cette construction prend appui sur des leviers fonctionnels, sur un socle conceptuel tout en ayant à l'esprit l'existence d'interfaces préexistantes. Pour tendre en direction d'un enseignement et d'une large diffusion de la géographie, il est nécessaire d'attester et de contextualiser les mises en œuvre. Cela s'effectue avec des interfaces matérialisées que sont les interfaces physiques, environnementales, celles de l'Asie du Sud-Est et celles des tourismes. Puis les interfaces spécifiques que sont les réalités d'ensauvagement, tactico-stratégiques, cultuelles et culturelles ainsi que de mondialisation viennent densifier l'ensemble. Celui-ci se trouve complexifié par les interfaces de conscientisation pour leurs aspects mémoriels, de risques et de dangers, de durabilité et d'enseignement. Enfin, des enseignements inductifs finalisent cette approche des interfaces objets de la géographie. Ils exposent les côtés obscurs des interfaces,
l'immédiateté communicationnelle et l'incomplétude géographique. Le développement de la mise en œuvre de la notion, du concept d'interface au sein de la géographie en affirmant et en démontrant que l'objet de cette science est l'interface humanité-espace terrestre, est une poursuite assidue et déterminée de mes travaux antérieurs, Brun-Picard, 2013 et 2014. Pour ceci, l'interface est explicitée dans ses fonctions pragmatiques de lecture du monde des faits, des réalités sociétales, de l'imbrication des dynamiques et des espaces de construction de nos objets. Dans les pages à venir, la démonstration de l'efficience du concept d'interface est renforcée par les contextualisations qui l'image et les structurations conceptuelles par l'intermédiaire desquelles les articulations, les inductions, les influences et les perspectives deviennent facilement accessibles à tout un chacun. Alors, toutes les interfaces conçues par une analyste, par un observateur, par une curieuse, par un enseignant pour rendre explicite une évolution sociétale ou des phénomènes territorialisés, deviennent des objets aux destinations scientifiques puisqu'ils sont employables par tous les destinataires. Les interfaces permettent d'éviter les dogmes et les idéologies. Elles donnent à chaque personne la possibilité de lire le monde en toute liberté, en prenant le temps de comprendre et de digérer les faits, fuyant ainsi l'immédiateté. Toutefois, j'ai parfaitement conscience que la conformité à la norme œuvrera au rejet et à l'ostracisme de l'interface dans ses fonctions d'objet de la géographie, par des critiques simplistes des propositions exposées. C'est là que les mots de Camus 1947 trouvent une place de choix. Chaque fois qu'une voix libre cessera de dire sans prétention ce qu'elle pense, une armée de chiens de garde de tout poil et de toute couleur aboiera furieusement pour couvrir son écho. Alors pour me préserver de cet écueil qui me guette, au regard de l'expérience et de l'acharnement de certaines mouvances, j'opte pour les mots de Rumi. Élève tes mots, pas ta voix. C'est la pluie qui fait grandir les fleurs, pas le tonnerre. Je souhaite que les mots soient suffisamment bien articulés pour convaincre le plus grand nombre de la pertinence du chemin tracé. Héritage et influence. Au cœur du concert mondialisé des sciences, de leur production, de leur diffusion, de leur exposition et parfois de leur explication, rien n'est une génération spontanée. Il existe des héritages, des inductions, des influences et des ancrages qui alimentent ce que chacun de nous est dans l'expression consciente et inconsciente de son être. Effectuer une compilation de tous les ouvrages qui m'ont conduit à cet exercice serait une gageure. Une large part de subjectivité est présente pour cet exercice mémoriel. Elle oriente mes associations, mes sélections, mes préférences et mes conceptualisations employées pour rendre explicite la place donnée à la notion d'interface. Les jalons retenus et très succinctement présentés donnent une image d'une pratique de la géographie. Elle refuse les idéologies. Elle refuse l'allégeance à une école de pensée restrictive. Elle refuse le clientélisme, et bien entendu, elle refuse les tribunaux inquisitoires qui sous le sceau d'une prétendue légitimité mettent à l'index tout ce qui n'abonde pas dans leur direction et attestent de la normalité. Néanmoins, aussi sélectif et particulier que soit le panel des fondements sur lequel je prends appui, il est donné comme étant préhensile, matérialisé, critiquable et transposable. Ce n'est pas un brûlot contre les mouvances opposées à l'emploi des interfaces dans la géographie, où l'infaillibilité est consubstantielle à leur existence. C'est l'affirmation et plus largement la démonstration que ce qu'est une interface est une réalité présente dans les productions géographiques depuis plusieurs siècles, bien que je prenne Camille Vallot pour point d'entrée et que cela héritera plus d'une critique. L'héritage et l'influence de Vallot dans mes travaux se vérifient depuis plus de 2 décennies. Vallot permet aux géographes d'avoir un pied dans la construction de scientificité de la géographie, tout en s'ouvrant sur une part de perception des faits. Il faut dire que ma pratique provient d'une forme d'humanisme géographique, largement densifiée par une somme incommensurable d'apports matériels et conceptuels. Vallot d'une rare importance. 3 ouvrages de Camille Vallot tiennent une place conséquente dans ma structuration cognitive de ce qui est, de ce qui constitue une interface et plus largement l'interface humanité-espace terrestre. La mer 1908, Le sol et l'état 1911, et les sciences géographiques 1929, sont ces et ces références d'une rare importance pour concevoir l'enchâssement du réel au regard de sa conceptualisation. Vallot était en désaccord avec les orientations vidaliennes. Il a fait preuve d'un militantisme affirmé pour la Bretagne.
Il défend une géographie science des choses et non des hommes, tout en reconnaissant son besoin d'être soutenu par des domaines auxiliaires à même d'enrichir ses argumentations et les compréhensions d'un monde en perpétuel mouvement. Il abonde pour une science des espaces fondée sur l'observation, avec la prise en considération des faits de masse et des réalités sociétales. Il est aussi en opposition avec Ratzel, bien qu'il soutienne la géopolitique. Il est vrai qu'il est donné à tout observateur de critiquer abondamment l'œuvre de Vallot, puisqu'il est quasiment inconnu ailleurs que dans les rangs des épistémologues et de rares géographes. Pour ma part, son attachement aux organismes, aux structures moléculaires, son positionnement vis-à-vis des sciences connexes ainsi que l'ancienneté des publications posent des problèmes de mise en perspective contemporaine. Toutefois, avec une part de transposition, il est aisé de relever une certaine permanence dans les réalités explicitées, et de montrer que ses écrits expriment ce qui aujourd'hui peut être dénommé comme étant une interface. La mise sous silence voire de mise à l'index de ses ouvrages démontre l'emprise des systèmes sur le formatage de la pensée dite scientifique, et de l'incapacité à admettre des alternatives efficientes lesquelles rendent éclatantes les errances des doctrines dominantes. Figure 1. L'ancrage particulier de Vallot. Faire l'inventaire par le menu des travaux et des publications de Vallot trouverait sa place dans un ouvrage dédié. La conceptualisation entreprise de l'indissociable lien au support terrestre attestant que les interfaces sont bien les objets de la géographie, a besoin seulement d'une mise en perspective de la géographie de Vallot. N'oublions pas que pour lui, la géographie moderne cherche à éliminer le plus possible l'écran des représentations et des interprétations, pour se mettre face à face avec son objet, c'est-à-dire avec le complexus des agents naturels et humains qui impriment leur action à la surface de la Terre. Vallot, 1929, page 27. Pour Vallot, la Terre est un organisme vivant. Elle supporte matériellement la présence des entités vivantes, dont fait partie l'humanité. Il met en avant les interdépendances entre les éléments en présence, dans ce qu'il est donné à l'observateur d'analyser. Il reconnaît la complexité des relations, des dépendances, des modes de vie et des solutions produites par les différents organismes qui font de la Terre un organisme d'accueil. L'hétérogénéité des éléments avec leur évolution en fonction des interactions donne des accélérateurs de complexité avec lesquels le géographe doit pouvoir composer pour expliciter ce qui anime la surface terrestre. La mer est plus que son ouvrage de 1908. Elle est intégrée dans l'écoumène propice à l'étude géographique de l'utilisation parfois catastrophique de l'épiderme terrestre. Il met en évidence l'importance des localisations, tout en relevant les valorisations qui ne servent que les intérêts de l'homme au détriment du vivant et du milieu halieutique. Cette mer écoumène est donnée comme une surface de circulation avec ses particularités locales, qui favorisent les implantations et les innovations locales. Les richesses territoriales, géostratégiques, économiques et d'exploitation trouvent une place non négligeable. Elles annoncent une prise de conscience des abus anthropiques sur les mers. Déjà, il y a plus d'un siècle, un géographe explicitait les méfaits de la main de l'homme justifiés par l'avidité des investisseurs. On comprend mieux la mise à l'écart de Vallot. Cela ne l'empêcha pas de prendre en compte le domaine maritime, sous la perspective d'un agent économique qu'il faut maîtriser. Il est vrai qu'en étant professeur à l'école navale, il se devait de valoriser son domaine de formation. Ainsi, il positionnait le domaine maritime dans une fonction de développement sociétal rendue possible par les conquêtes territoriales et les affrontements armés qui ont émaillé l'histoire de l'humanité. Les brassages migratoires font du domaine maritime une zone de contact interethnique, source de la création de nouvelles implantations, voire de nouvelles sociétés. La surface d'expansion qu'est le globe terrestre est incluse dans ses lectures des faits et les explications qu'il en propose. Il montre les potentialités d'ouverture en direction de l'innovation. Il prend en compte les flux, les densités, les intensités et les variations pour le commerce et la culture. Les points favorables avec les étapes d'expansion et les extensions en cours sont intégrés pour percevoir les axes de contrôle et d'expression des puissances en présence. L'espace est donné comme étant géré, tout au moins dans les grands traits. Pour ce faire, Vallot met en relation la nature physique, les contraintes, le besoin de localiser, de cartographier tout en positionnant les constituants dans leur réalité d'interaction.
Les circulations sont une démonstration d'efficacité de la gestion de la surface tout en faisant en sorte de différencier les actants, ou tout au moins pour cette période les acteurs. Par ailleurs, dans cette gestion il positionne le rôle des villes pour les concentrations et celui des frontières qui dessinent sous la main de l'homme une forme de césure dans les espaces. L'utilisation de cette diversité contribue à l'élaboration de prévisions qui pour Vallot ne doivent pas être spéculatives, mais cohérentes avec les faits. Cela permet des anticipations, ce que nos sociétés contemporaines ont gommé, car elles devraient penser à après-demain, ce qui n'est pas compatible avec les dogmes de rentabilité et de déresponsabilisation qui gangrènent les orientations prises. Vallot valorise l'expérience, c'est pour ainsi dire de la praxéologie. Il met en relief les causes avec les connexions même les plus discrètes. L'utilisation des axes explicatifs associe les domaines économique, biologique, historique et sociologique. Ce qui permet de conscientiser des actions à différents niveaux d'interrelation, sans dénaturer l'objet tout en l'inscrivant dans la réalité à laquelle il participe. L'utilisation est alors évolutive et projective. Vallot fait en sorte d'imbriquer la pluralité des éléments, pour rendre explicite la complexité qu'il souhaite dépeindre fidèlement. Il intègre les paysages locaux avec leurs modifications. Il prend soin de s'appuyer sur les toponymies, afin de soutenir la différenciation chère à sa démarche. Il lie la perception avec le vécu, et ce qui est approprié par les individus. La géologie, la surface terrestre, l'épiderme et les horizons du sol ne sont pas oubliés. Les jeux de dimension et de grandeur d'étude font que les régions sont prises comme référence, sachant qu'une région est une interface. Le tour d'horizon me rappelle mes jeunes années où lorsque l'on sortait, souvent en vrac, du Nord Atlas et plus tard du Transal, la première chose que nous effectuions était un tour d'horizon. Nous vérifions que notre coupole était bien ouverte et qu'aucun de nos camarades n'était trop près, voire juste au-dessus de soi. Le tour d'horizon était aussi employé pour observer un terrain d'opération, afin d'effectuer les repérages pour conduire des actions. Il fut aussi un exercice courant pour les jeunes militaires et sous-officiers, afin de faire une lecture de la carte en corrélation avec le terrain. La constitution du lien de la carte avec le terrain faisait partie de la formation géographique de base, et indispensable à l'efficacité attendue. Le tour d'horizon de Vallot provient certainement de son passage à l'école navale. Outre que le terme est imagé, il est appropriable de manière fonctionnelle par tout un chacun. Il devient un outil instinctif pour comprendre le terrain, son occupation, ses dynamiques et ses contraintes. Le tour d'horizon alimente l'intégration de la diversité, de la richesse du vivant et de l'unicité de la Terre. Il participe au regroupement des informations. Il invite l'intervenant à l'action méthodique tout en hiérarchisant les faits et les éléments, afin d'entrevoir l'effet de masse et de pouvoir passer de l'individu à la société. C'est alors que l'État dans sa nature politique vient prendre une place que l'on peut qualifier d'intermédiaire entre la société, les individus, le support terrestre et les territoires construits. Nous avons une interface sans qu'elle soit dénommée. Cet axe d'analyse différencie les structures territoriales. Il favorise l'intégration historique des faits et de leur évolution. Il participe à l'articulation des forces en présence sous le sceau de la politique, ce qui peut être considéré comme de la géographie électorale. S'ajoutent à ces aspects des regroupements spécifiques aux territoires politiques, aux densités ainsi qu'aux équilibres en présence. Il ouvre des perspectives d'analyse géopolitique de nature complexe pour lesquelles les territoires sont mis en corrélation avec les populations, les régimes politiques et les aspirations qui orientent les actions entreprises. Ces orientations allaient bien plus loin que ses contemporains, et laissaient une part de subjectivité tout en produisant des savoirs objectivés. Vallot finalisait son ouvrage de 1929, Les sciences géographiques, par un constat invitant les producteurs des savoirs de nature géographique à se tourner en direction de la géographie sociologique afin de prendre en considération les sociétés avec leur dynamique tout en cartographiant les phénomènes relevés. Il exprimait déjà, il y a presque un siècle, les potentialités des modèles cartographiques, la nécessité de représenter et surtout de rendre explicite ce qui façonne les espaces terrestres en particulier lorsque la main de l'homme fait son œuvre et que l'imbrication des domaines humains et physiques devient indispensable à toute compréhension.
La mise en avant de domaines scientifiques connexes qui alimentent les savoirs géographiques et la production de la géographie matérialise une forme de transdisciplinarité avant qu'elle n'existe. Valo a tracé les ébauches des interfaces dans leur mise en œuvre, dans leur conceptualisation, dans leur conscientisation et dans leur diffusion en appliquant le principe de moindre contrainte pour qu'aucune partie ne soit lésée. Cette pratique de la géographie est une forme d'humanisme géographique. Il témoigne d'engrammes propres à cet auteur tout en étant lui-même un constituant de l'évolution qui l'alimente, du fait de son originalité. Un humanisme géographique. Valo ne frappe pas par son humanisme au premier regard. Son expression est discrète. Elle se trouve dans les mises en relation des différents acteurs et de la distanciation prise, afin de se préserver de toute submersion due aux événements, voire à l'application d'une objectivité tronquée par trop d'assurance. Cela n'enlève rien à ses capacités d'empathie envers les populations, ainsi qu'envers les structurations sociétales qu'il rend explicites en les rendant vivantes aux yeux des lecteurs. Positionner les interfaces dans une fonction d'objet de la géographie en corrélation avec ma définition de la géographie. Science des espaces terrestres des hommes, dont l'objet est l'interface humanité-espace terrestre, implique la présence d'une forme d'humanisme et plus particulièrement d'humanisme géographique dans les pratiques de cette science, d'où sa définition pour fixer sa nature. Humanisme GEOGRAPHIQUE. C'est une conception des pratiques scientifiques, de l'engagement individuel et collectif pour laquelle une bienveillance et une distanciation empathique orientent les interventions des actants afin que le vivant soit préservé dans ses diversités, que la Terre et l'épiderme terrestre demeurent vivables pour les prochaines générations, que nos sociétés œuvrent à la plénitude de chaque individu tout en participant au progrès de l'évolution, et que les savoirs largement diffusés soient une image intègre des réalités qui ont participé et qui participent au monde que l'humanité vit et qu'elle laissera en héritage. Il est une conscientisation des maux causés par l'avidité d'une anthropisation irraisonnée, tout en concevant l'œuvre à accomplir au service du plus grand nombre, en faisant de l'humanité un élément dépendant de son environnement ainsi que de son seul lieu de vie, la Terre. Cette définition provient d'une sélection construire et façonnée en toute subjectivité objectivée de ce qui, à mon sens, dans le concert des sciences contemporaines, constitue un positionnement pertinent avec ses exigences et ses limites. En effet, une telle attente et une telle immersion dans les évolutions des pratiques ne peuvent qu'entraîner des critiques, voire des levées de boucliers contre une certaine prétention à un optimum de la pensée et des pratiques géographiques. J'ai parfaitement conscience qu'une définition pour les sciences humaines n'est valide que contextuellement. Pourtant, celle-ci est exposée avec vigueur au service des interfaces. Figure 2, un humanisme géographique. Les objectifs de l'humanisme géographique, avant même de succinctement en présenter sa maturation au cœur de l'humanisme en général, montrent l'étendue de ce qu'il nous reste à accomplir. L'humanisme géographie inducteur d'interface vise à conscientiser les interdépendances entre les constituants de la réalité d'un phénomène, pour rendre explicites et accessibles les mécanismes de réaction et d'expansion. Cela indique qu'il y a une volonté d'éviter toute reproduction des erreurs commises, mais avec la volonté d'intégrer l'existence de l'erreur dans les démarches scientifiques. C'est pour cela que l'erreur est mise en avant et comprise comme une partie intégrante de toute démonstration et partie prenante d'un humanisme géographique. Reproduire les erreurs des autres par infaillibilité, arrogance, voire idéologie est certainement la plus grave de nos erreurs, bien que faire des erreurs soit une nécessité ontologique. Faut-il pour cela discerner et accepter l'erreur par ses leçons ? Ainsi, l'erreur devient un tuteur à même de jalonner notre évolution. Sous certains aspects, il y a une mise en garde contre nos travers, sachant que dès lors que l'on prône une méthode, il y a des risques. L'esprit prisonnier d'une méthode perçoit les faits qu'au travers des barreaux de sa cellule. La conceptualisation méthodique pour sa part est la réalisation de une méthode doit être l'expression de la liberté créative. Dans le cas contraire, elle n'est que reproduction, perte d'innovation, appauvrissement inventif et sclérose cognitive. La volonté de s'extraire des idéaux et des spéculations doctrinaires est bien présente par l'expression de cette orientation. Cela indique qu'il y a le déroulement d'un cheminement alternatif, pour ne pas transformer les objets selon ses croyances.
Cet humanisme géographique jalonné par des interfaces participe à expliciter l'écoumène dans ses diversités en reconnaissant l'unicité de certains lieux et l'impossibilité de proposer des lois universelles selon des règles mathématiques. Il y a une responsabilisation globale des intervenants tout en insistant sur le rôle de chaque personne, avec pour toile de fond la considération de l'épiderme et du vivant comme source de vie. Des influences particulières à l'humanisme vecteur d'une conceptualisation initiale de la notion d'interface se perçoivent dans les lignes ci-dessus. Elles touchent les domaines sociétaux, de la culture, des cultes et des expériences. Elles sont induites par la destination attendue par les concepteurs et les producteurs. Ces influences sont pluridimensionnelles, car elles s'imbriquent en réponse aux actes des participants et des contextes de réalisation. Lorsque l'on conçoit les prémices de l'interface, il faut pouvoir reconnaître des constituants et leurs interrelations. Là, entrent en action les dimensions historiques. L'histoire est indissociable de toute œuvre humaniste. Elle permet de poser des référents partagés et de soutenir la construction d'une mémoire collective intègre et impartiale, bien que trop souvent la nature humaine démontre son penchant pour la mémoire qui s'arrange avec les réalités. La reconnaissance porte aussi sur le fonctionnalisme de l'option prise dès lors qu'elle est en résonance avec les activités et les individus mis en tension. Cela permet d'exposer une large diversité et d'admettre que tout n'est pas accessible, et qu'il demeure une part d'indicible, laquelle est propre au vivant et à son impossibilité de consciemment explorer son inconscient. La conscience est celle que chaque actant met en œuvre pour s'approprier ces objets par le prisme d'une interface qu'il façonne en réponse à ce qu'il analyse. Il devient aisé de reconnaître les articulations collectives, les nécessités défendues et affirmées par les forces en présence ainsi que le devenir sociétal de ce qui est rendu explicite. Les dynamiques sont ainsi plus facilement mises en relief tout en laissant sous-entendre la structuration d'une interface. Ces dynamiques montrent l'effort social d'une démarche humaniste qui n'est pas forcément dans les gènes des intervenants. En effet, l'humanisme est une exigence en elle-même puisque l'autre est un partenaire pour comprendre le monde. Par induction, la dignité des individus animaux ou humains est intégrée dans les conceptions et les propositions. Cela indique qu'un certain art de vivre respectueux de notre seul lieu de vie est exprimé par les humanistes, et que cela se vérifie dans l'œuvre accomplie pour le savoir qui sera partagé avec le plus grand nombre. La mise en évidence de structurations internes au phénomène alimente largement de potentielles interfaces induites par l'œuvre humaniste. La toute première de ces structurations représente les besoins sociétaux qui pour un humaniste doivent être mis en exergue, afin de guider les efforts entrepris. Simultanément, les dysfonctionnements trouvent une place de contre-pouvoir pour ne pas sombrer dans la mièvrerie et les illusions de la douceur de vivre. L'expérience des actants, des héritages, des observateurs et celle des productions sociétales sont intégrées pour éclairer la diversité tout en affirmant une volonté d'efficacité. Celle-ci facilite l'extraction des contraintes vécues, de réalisation et celles à venir. En prenant en considération les contraintes sous leurs aspects les plus larges, l'humaniste se préserve des déviances du scientisme qui trop souvent entachent les productions. Les travaux développés, publiés et diffusés par les auteurs estampillés humanistes prennent pied sur de nombreux domaines guidés en cela par leur mise en évidence. Les travaux des premiers humanistes largement décrits par de Dainville, 1940, portent sur des recueils descriptifs du monde connu. Ils prennent soin des productions cartographiques afin d'améliorer la connaissance de la surface terrestre. Ils font appel à la cosmologie pour la constitution de repères. La localisation des lieux, des villes, des itinéraires devient plus simple par le développement de cette érudition cartographique. L'attention des humanistes se tourne aussi en direction du climat, de ce qui deviendra la météorologie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.